Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'assembleur sur Amiga et le but ultime étant de comprendre au moins certaines routines de démo. Alors on a vu la dernière fois l'hexadécimal, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, l'Amiga, l'assembleur, le programme assembleur et la programmation du 68000. Avant il faut regarder un petit peu le plan de l'Amiga, comment c'est fichu, et sa composition, enfin sa conception à l'époque assez révolutionnaire. Vraiment, c'était fabuleux à l'époque d'avoir conçu ça comme ça. Donc voilà le plan. Alors au début ça paraît compliqué, on va découper ça tranquillement. Donc voilà comment marche l'Amiga en gros. Il y a d'abord le processeur central ici, le 68000 là, donc le cœur, le cerveau on va dire. Ce processeur central est là, on va voir après des petits registres, c'est-à-dire des espèces de petites cases mémoire à l'intérieur, qu'on appelle les registres de données. Donc les registres D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Ces registres font 32 bits, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez à la vidéo précédente, mais on a vu qu'on pouvait regrouper les bits en octets, en mots et en longs mots, c'est-à-dire 32 bits l'un à côté de l'autre. Tous ces registres font 32 bits l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire qui sont représentés par 8 petites lettres hexadécimales, 4 groupes de 2. Donc D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ça fait 8 registres qu'on appelle de données, D comme données. Il y a 8 registres d'adresses, donc qui n'auront pas tout à fait le même usage, qui font aussi 32 bits. Il y a un programme counter, on verra après ce que c'est en détail, lui aussi fait 32 bits. Et un dernier registre qui s'appelle un statut register, enfin qui s'appelle le statut register qui fait 16 bits. Là aussi on verra plus tard. Ces registres de données et d'adresses sont donc des cases mémoire à l'intérieur du processeur. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça de la mémoire, mais des registres. C'est dans la puce. Et là, le 68000, il y a accès de façon ultra rapide. C'est directement dans le processeur. Donc on va utiliser ça tout le temps sur un assembleur, évidemment. Donc ce 68000 là, ce processeur central, il communique avec la mémoire de l'Amiga par un bus. C'est le gros fil noir que je vous ai présenté ici. Donc un bus, c'est juste 16 petits fils l'un à côté de l'autre. Donc il y a 16 petits bits qui peuvent arriver en même temps, soit du processeur vers la mémoire, soit de la mémoire vers le processeur. Donc on voit tout de suite avec un bus 16 bits, le processeur ne pouvait envoyer vers la mémoire ou ne pouvait recevoir de la mémoire que 16 petits bits en même temps. S'il voulait en recevoir 32, il fallait faire deux cycles de bus. On verra ça plus tard, les cycles de bus. Enfin, il fallait faire 2 tours de machine, quoi. Un seul, ça ne permet de transporter que 16 bits. Les Commodore 64 et les Amstrad qu'on a vu à la première vidéo avaient des muscles de 8 bits. Enfin non, pardon, oui, des 8 bits de données, les muscles de données étaient de 8 bits. Ils pouvaient transférer que 8 bits en même temps de la mémoire vers le processeur. Donc le bus que j'ai représenté là, c'est le bus de données. Il y a aussi un bus pour les adresses, mais j'ai pas voulu surcharger les schémas. Donc il y a 3 types de mémoire dans l'Amiga, même 4 en fait, mais on va simplifier pour l'instant. Il y a ce qu'on appelle la chip RAM, qui faisait 512 kilooctets dans l'Amiga 500. Alors la chip RAM, c'était la mémoire qui était accessible par le 68000 et par tous les petits processeurs de l'Amiga. L'Amiga avait plein de petits processeurs, je vous ai mis là sur le côté. Donc le premier processeur de l'Amiga s'appelait le Copper, le coprocesseur de l'Amiga. C'était un coprocesseur graphique ultra génial. On va apprendre, j'espère, très vite à programmer ensemble. Il y avait un autre processeur génial qui était le Blitter. Il y avait le processeur graphique, on va dire global, qui décidait les écrans, qui s'appelait Denise. À l'intérieur de Denise, il y avait un espèce d'autre petit, enfin ça fait partie de Denise, mais qui gérait les sprites. Et il y avait aussi une puce audio qu'on appelait Pola, qui gérait le son. Alors ces processeurs, ce qui était révolutionnaire dans l'Amiga, c'est que ces processeurs avaient accès direct à la mémoire sans passer par le 68000 ou par un arbitre. Ils fonctionnaient de leur côté, quoi, tranquille. Et donc par des cadeaux qu'on appelait DMA, c'est-à-dire Direct Memory Access. C'est-à-dire des petits fils, comme pour le processeur, là, avec son bus, qui faisait 16 bits, là aussi. Alors vous voyez, le Copper avait un seul canal DMA. Le Blitter en avait 4, ABCD. Denise en avait 6. Les sprites, il y en avait, alors je ne les ai pas tous décidés, mais il y en avait 8. 8 petits fils pour les sprites et 4 pour l'audio. Ça fait 24 canaux DMA en tout.
Et il y en a 23 là, pardon, plus un pour le lecteur de disquette, que je vous ai représenté en dessous, qui pouvait transférer directement dans la mémoire, lui aussi. Donc ça fait 24 canaux DMA avec le disque. Et ces canaux DMA, vous verrez plus tard avec moi dans la programmation, on peut les activer ou pas, on peut les désactiver. On peut dire celui-là, je veux pas que... Par exemple, on pourra dire celui-là, je veux pas que le copper ait accès à la mémoire, je veux pas que le blitter ait accès à la mémoire. Par contre, je veux que Denise ait accès à la mémoire, donc j'autorise tout ça. Je veux pas de sprite. Par contre, j'autorise le disque, ou j'interdis le disque. Voilà, on pourra faire tout ça. Ça, c'était vraiment pour l'époque. Aujourd'hui, tout est DMA, je pense, dans les PC modernes, mais pour l'époque, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire. Alors, c'est pour ça que la mémoire, là, la chip RAM s'appelle chip. C'est parce qu'elle n'est accessible, c'est la seule zone mémoire accessible au chip, au custom chip, hein, c'est-à-dire aux puces custom de l'Amiga, quoi. Donc, tous ceux que je viens de vous énumérer. Ensuite, il y avait une autre RAM dans l'Amiga qui était la fast RAM. Alors, j'ai écrit slow RAM parce que il y avait deux types de fast RAM sur Amiga. Une vraie fast RAM qui était accessible que pour le 68000. Du coup, le 68000 avait un accès unique et complet à cette mémoire. Mais en fait, sur la petite extension mémoire qu'on mettait sous les Amiga, en fait, il y avait deux types d'extensions mémoire sur Amiga. Il y en avait une qu'on mettait par le côté ici, là, sur le côté gauche, qui était très coûteuse, qu'on appelait de la fast RAM, qui était très rapide, qui permettait de faire des tas de choses, mais très cher. Et on pouvait en mettre une petite en dessous, là, qui était souvent appelée fast RAM aussi, mais en fait c'était de la slow RAM. C'est-à-dire que le processeur avait un accès pas si rapide que ça. Enfin, avait le même accès que pour la chip RAM. Donc voilà. Il faut savoir que c'est l'extension de mémoire qu'on avait tous sur Amiga, s'appelait la slow RAM. Et enfin, il y avait la ROM de l'Amiga, c'est-à-dire la mémoire où se trouvait le système d'exploitation, tout ce qui servait à l'Amiga à démarrer en fait. Et il y avait des bibliothèques de fonctions dans la ROM, enfin, on verra ça plus tard. Alors je vous ai mis, il faut d'emblée comprendre que la mémoire d'un ordinateur, donc là on va s'occuper de la chip RAM et de la slow RAM essentiellement. Je vous ai dessiné en bleu là deux petites chips qu'on verra beaucoup plus tard, c'était des petites puces très simples qu'on appelait des CIA, complexe interface adaptateur, qui venaient un peu du Commodore 64. C'était les mêmes puces que dans le Commodore 64, enfin très proches des puces que Commodore 64, qui servaient à l'interface avec le clavier, les manettes, la souris, etc. Le port parallèle, le port série. Donc là, le processeur était directement relié par un petit bus à ces CIA. Bon, on ne détaille pas ça pour l'instant. On va déjà s'occuper de la mémoire pour l'instant. Alors la mémoire d'un ordinateur, c'est un long tube d'octets. Donc ça c'est vraiment important à comprendre. Et au début on a l'impression qu'on comprend bien, et en fait c'est vraiment subtil comme truc. Donc c'est un long tube d'octets, c'est-à-dire c'est des cases mémoire, les unes derrière les autres, voilà, jusqu'à la dernière. Et dans chaque case, je vous ai dit au cours précédent, il ne peut y avoir qu'un seul octet. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul $XX. Un octet représentant deux petits symboles hexadécimales, enfin étant représenté par deux petits symboles hexadécimales, dans chaque case, il ne peut y avoir qu'un seul octet. C'est tout. Donc, dans la case mémoire ici, par exemple, il ne peut y avoir que, on va dire, $43, enfin 4,3, si on présente ça en hexadécimal. Si on présente ça en binaire, en fait, en vrai, au niveau électronique, dans la mémoire, il y a un endroit où il n'y a pas de courant qui passe, un autre endroit où il n'y a pas de courant qui passe, pardon, je me suis trompé. Donc là c'est le 4, donc il y a un 1, du courant qui passe, ensuite pas de courant qui passe, pas de courant qui passe, ensuite c'est 3, donc pas de courant qui passe, pas de courant qui passe, du courant qui passe, du courant qui passe. Donc j'ai simplement je suis passé de l'hexadécimal au binaire, donc j'ai fait deux petits nibbles. Ça c'est 4, et ça c'est 3. Voilà. En vrai, dans la case mémoire ici, dans l'ordinateur, il y a du courant qui ne passe que dans certaines zones, et c'est comme ça que l'ordinateur code les chiffres, si on peut dire. Donc c'est très important, vraiment très important, une case mémoire ne contient qu'un octet. Et c'est pour ça que l'hexadécimal c'est super intéressant, parce que on peut représenter chaque case mémoire par deux chiffres hexadécimales. Donc si je ne mets pas le dollar pour simplifier, c'est XX, XX. À chaque fois on est sûr que quand on a vu deux chiffres hexadécimales, on est une seule case mémoire. Et alors attention, donc c'est un long tube, toutes les cases sont issues de la suite des autres. Attention, c'est là que ça se complique. Chaque case
est représenté, doit être numérotée. Il faut que le processeur sache où aller chercher les données. Donc elle est numérotée par un chiffre, donc comme les maisons dans votre rue. Donc la première case c'est la case 0, la deuxième case c'est la case 1, etc. Mais il y a tellement de cases dans la mémoire qu'elles sont codées sur des, comment dire, pour coder une case mémoire, il faut 32 bits. C'est-à-dire qu'il faut 4 octets pour coder une case mémoire. Donc le numéro d'une case mémoire est codé sur 32 bits. Au début, c'est assez déroutant, ça. Donc par exemple, si je redessine ma mémoire ici, là, je pars de 0, et je vais en faire une ici, et la dernière ici. La première ici, elle aura donc l'adresse $0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il y a bien 32 bits, c'est-à-dire 4 octets. 1 octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets. Si on en mettait moins, on ne pourrait pas coder toutes les adresses mémoire. Donc on est obligé de coder ces adresses pour s'adresser. Ça, c'est l'adresse de la case mémoire, c'est l'adresse 0. Mais dedans, il peut très bien y avoir $43. Le contenu de la case mémoire, donc le contenu de la case mémoire 00000, c'est l'octet $43. D'accord? Dans une case mémoire, il n'y a qu'un seul octet. Par contre, l'adresse de la case mémoire, lui, est contenu, enfin, il faut 4 octets pour le numéroter. Par exemple, cette case-là, si c'est la case $0, 0, 4, 3, F2, hein, ça c'est l'adresse de cette case mémoire-là, qui contient par exemple $12, enfin pas 12, 1, 2, $1, pardon. Je ferai souvent cette erreur-là en parlant, je pense, je les dirais en décimales alors que c'est l'hexadécimal, donc on ne devrait pas dire 12. Donc l'adresse de la case mémoire 43F2 contient, enfin la case mémoire dont l'adresse est 43F2 contient $1,2. Voilà, alors ça au début c'est quand même un peu déroutant. Mais en fait, pareil, avec la pratique, on s'y fait assez bien. Donc il y a 512 kilooctets de mémoire dans l'Amiga. Donc, ça veut dire qu'on a à notre disposition, je fais des bêtises, on a 512 fois 1024, puisqu'un kilooctet c'est 1024 octets. Hein. Comme en informatique, tout est en puissance de 2, un kilooctet c'est 1024 octets. 512 fois 1024, ça doit faire... On va prendre la petite calculatrice. En décimale, ça fait 524 288. Donc, on a 524 288 octets disponibles dans cette mémoire ici, là, la chip RAM. Alors, donc on a vu en hexadécimal sur la calculatrice, ça fait $80000. Mais, rappelez-vous, on a la case mémoire 0, qui compte pour 1, comme toujours en informatique. Donc si on représente la chip RAM là, la chip RAM, la première case, la dernière case, ça devrait être $800. Alors je vais mettre l'adresse entière pour que ce soit plus clair. Ça devrait être $00008 0000. Ça devrait être la dernière si la première avait le numéro 1. Et comme elle a le numéro 0, il faut enlever 1 à celle-là. Donc la dernière case mémoire a le numéro $0007 F. On a enlevé 1 à ce chiffre-là, puisqu'il y a la case mémoire 0 qui compte pour 1. Donc la mémoire totale de l'Amiga va de... La première case a pour adresse $000000000. La dernière case de la chip memory a pour adresse $0007 FFFF. Donc si on fait... Vous voyez, si on fait ça, moins 1, ça nous donne bien 7FFFF, ça fait 524 287, plus la case 0, 524 288, on a bien
dont 512 kilooctets de mémoire. C'est ce que j'ai représenté sur ce schéma-là. L'adresse, la première, c'est 00000, et la dernière, c'est 0007 FFFF. La dernière case mémoire ici, là. Et là, c'est la première. Et je vous ai mis $XX à l'intérieur pour bien montrer que dans une case mémoire, il n'y a que un octet. Alors la slow RAM, elle commence en 00C0 0000. Elle commence pas juste après. Elle commence pas en 8 0000. Ce qui commence en 8 0000 sur Amiga, c'est la vraie fast RAM. Celle dont je vous ai parlé au départ, qu'on va pas utiliser pour l'instant. Et donc elle va jusqu'à 00C7FFFF pour la même raison, c'est que la première case compte pour 1. Donc elle ne va pas jusqu'à C8 0000. Voilà, donc notre mémoire chip va de 0000 à 07FFFF et notre mémoire slow va de C0 0000 à C7FFFF. Il faudra bien se rappeler que les custom chips n'ont accès qu'à la mémoire chip. Donc si vous voulez mettre de la musique ou des dessins ou je ne sais quoi, pour le Copper, le Blitter, le Denise, les sprites, l'audio ou le disque, ça devra obligatoirement être situé entre 000000 et 7FFFF. Sinon, ils n'auront pas accès. Ici, il n'a accès que notre 68000. Voilà, donc on peut aller, grâce à l'assembleur, explorer la mémoire avec le symbole, la commande. Alors, là je suis dans l'éditeur, je vais relancer ASM1. Peut-être pour que vous voyez comment ça se passe. Donc je fais un reset de l'Amiga. Donc l'Amiga démarre. L'Amiga démarre en émulation sur le PC. Donc là il charge directement ASM1. J'ai mis dans la startup séquence de l'Amiga, je me suis mis directement le lancement de l'assembleur pour faciliter les tutos. Donc là vous voyez l'assembleur nous demande si on veut se situer en fast RAM, en chip RAM ou en absolu. Bon. On va s'occuper des deux pour l'instant. Donc la slow, il l'appelle fast. Hein. Donc ça, si on met F, là, on va être situé en slow RAM. Ça veut dire que le programme qu'on va écrire sera situé en slow RAM. Sinon, si on se met en chip, la mémoire chip, ça, on se met en C tout simplement. Et ensuite, il nous demande combien de mémoire on veut attribuer pour notre programme. On va mettre n'importe quoi, on va mettre 200 par exemple. Alors maximum, il y a 385 kilooctets disponibles. Voilà, donc là, l'assembleur, le programme assembleur, ASM1, nous a réservé 200 kilooctets dans la chip RAM, donc ici. Il nous a réservé 200 kilooctets pour notre programme. Et là, vous voyez qu'à ASM1, le programme ASM1 attend une commande. Vous voyez, après le signe supérieur A, là, on peut écrire des commandes et des commandes de l'assembleur. On verra ça juste après. Si on tape sur Escape, on passe à l'éditeur de texte. Donc c'est-à-dire que là, c'est juste un éditeur de texte comme vous en avez sur PC, comme Notepad sur PC ou sur n'importe quoi. Enfin, on tape du texte brut. Si je mets salut les amis par exemple, j'ai tapé un texte salut les amis. Là, je suis pas vraiment dans l'assembleur, je suis dans l'éditeur de texte de l'assembleur, au sein de l'assembleur. Un autre sous-programme qui sert juste à écrire du texte. Si je retape sur Escape, je reviens en bas, vous voyez, il me met le supérieur A qui est le symbole de l'assembleur lui-même qui attend une commande. Donc, grâce à cette commande, on va pouvoir aller regarder la mémoire. Par exemple, on va regarder la mémoire en hexadécimal avec la commande H et on choisit le point de départ de la mémoire qu'on veut voir. Donc, on va choisir $0. $0, si j'écris en entier, $0,000000. La toute première case mémoire. Et là, voilà. Vous voyez que dans la case mémoire 000, dans la toute première, il y a le chiffre 00 en hexadécimal. Ensuite, la deuxième case mémoire, donc qui porte le numéro 1, il y a toujours 00. La troisième case mémoire qui porte le numéro 2, il y a toujours 00. La quatrième case mémoire qui porte le numéro 3, il y a toujours 00. Etc. Puis vous voyez qu'après, il y a des chiffres. C'est plus 00. Puis après, on avance dans la mémoire, vous voyez, on monte. Alors, il y a toujours 16 octets représentés par ligne. Si vous regardez bien, si on monte jusqu'à 0, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc qui vont du 0 jusqu'à FF. Là. Puis ensuite de 1, 0 jusqu'à 1F. Ensuite de 2, 0 jusqu'à 2F. Ça, c'est leur adresse. Donc l'adresse 0, 0, elle est là. L'adresse 0, 1, elle est là. L'adresse 2, l'adresse 3, l'adresse 4, l'adresse 5, l'adresse 6,
jusqu'à l'adresse F en hexadécimal. Ensuite, on passe à l'adresse $10, $1, $1, $1, $2, $1, $3, $1, $4, $1, jusqu'à $1F, etc. Donc, il y a toujours 16 cases mémoire par ligne. Et à droite, là, vous avez la représentation, la traduction des cases mémoire en ASCII. C'est-à-dire, si jamais ces cases mémoire étaient représentées par du texte, voilà ce que ça serait les lettres auxquelles ça correspond. Donc là, on voit bien que ça correspond à rien, donc au niveau texte. Donc c'est pas du texte, c'est des données en mémoire, mais c'est pas du texte. Et ça aussi, c'est pas très facile à comprendre. Je vais détailler un petit peu. Les humains se sont mis d'accord au départ, au début de l'informatique, parce qu'en mémoire, on peut mettre n'importe quoi. Si je reviens à mon H, là, je vais me mettre en $0, et que je me mets ici, je peux écrire n'importe quoi dans la mémoire, ce que je veux. Par exemple, je peux écrire, mais je peux écrire que des chiffres. Je peux écrire le chiffre $1,2, puis le chiffre $2,2, puis le chiffre $3C. Mais après, ces chiffres peuvent représenter des éléments graphiques, des éléments sonores, la vie de mon personnage, le nombre d'énergie qui lui reste, je ne sais quoi. Mais ça peut représenter aussi des lettres. Enfin, un code pour une lettre. Donc les humains se sont mis d'accord pour un code pour que tout le monde ait le même tout le temps. Ce qu'on appelle le code ASCII. Donc, par exemple, le chiffre 41, c'est le code ASCII pour 1 majuscule. Et vous voyez que si j'écris 41, la traduction en lettres, si jamais on considérait que ce chiffre est bien une lettre, ce serait la lettre A. Si j'écris 42, c'est la lettre B. Vous voyez, 43, c'est la lettre C, 44, c'est la lettre D. Vous voyez, ça apparaît là. L'assembleur, le programme assembleur me traduit, à chaque fois que j'écris un chiffre en mémoire, me traduit l'éventuel caractère auquel ça pourrait correspondre. 45, c'est E majuscule, 46, c'est F, etc. Donc, les données en mémoire peuvent correspondre à plein de choses différentes, mais en particulier du texte. Donc là, quand on retourne par escape dans notre fichier texte, là on a écrit « Salut les amis », eh bien, ce texte il est quelque part en mémoire, c'est-à-dire qu'il y a la mémoire de notre Amiga, là, notre mémoire chip. Notre mémoire chip qui est comme ça, là, chip. RAM. Ici, par exemple, dans toute cette zone de la mémoire, il y a ASM1, le programme qui est en train de s'exécuter tout de suite là. Il occupe toute cette partie-là, on va dire. Donc là, il est sans arrêt en train d'attendre que j'écrive quelque chose dans l'éditeur de texte, et puis il attend que j'appuie sur Escape, etc. Et ensuite, il y a notre programme source, c'est-à-dire notre programme texte là. ASM1 l'a mis ailleurs dans la mémoire, par exemple ici. Voilà, c'est notre fichier source. C'est ce qu'on est en train d'écrire là. Il y a Salut les amis d'écrit dedans. C'est un fichier texte, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une suite de chiffres qui correspondent à des codes ASCII. On va aller voir ça tout de suite. Par exemple, pour connaître l'adresse à l'endroit où notre ASM1 a mis le fichier texte, on tape égal. Et là, il nous met, vous voyez, source en 1F929. Donc si on va voir la mémoire en $1F929, eh bien, on voit les chiffres $73, $61, $6C, $75, $74. Et comme par hasard, ça correspond à petit s en ASCII, petit a, petit l, petit u, petit t. Ensuite, il y a $20 qui correspond à l'espace. Ensuite, petit l, petit e, salut les amis. Tous ces chiffres-là en $1F929 correspondent à notre fichier source. Donc on peut écrire ce qu'on veut dans ce fichier source. C'est un fichier texte. On peut écrire comment ça va, etc. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, c'est un fichier texte. Et si je retourne voir la source, eh ben, il y aura « Salut les amis, comment ça va ?» etc. Vous voyez, le texte ici correspond à ce que je viens de taper. Donc on est bien ici dans la mémoire, à l'endroit où il y a ce fichier texte. On est en $1, c'était quoi déjà 1F9, un truc comme ça, non je sais plus ça, j'ai oublié. On était en $1F929. Donc ici on est en $1F929. Évidemment ça changera à chaque fois, hein. ASM1 le mettra n'importe où en mémoire. Il se trouve que là actuellement on est là, et on écrit notre fichier texte, donc salut les amis, ici là. Donc c'est en fait des chiffres qui correspondent aux lettres salut les amis. J'insiste là-dessus pour les débutants parce qu'au début, c'est pas on a un peu de mal à comprendre ce qu'est le fichier source, le fichier assemblé, etc. Donc on va faire
Évidemment, ça, ce fichier texte, c'est que du texte. C'est pas un programme. Si j'essaye d'assembler ce programme avec l'assembleur, si je lui demande d'assembler ça, il va me dire je comprends rien du tout. Salut les amis n'est pas un opérateur légal de l'assembleur. Donc on va effacer tout ça. Pour effacer une ligne, on fait CTRL D sur Amiga. Et quand on veut la réécrire, c'est ce qu'on vient d'effacer, on fait CTRL F. Enfin, en tout cas, pas sur Amiga, mais sur ASM1. Donc, CTRL F, on remet la ligne qu'on vient d'écrire. CTRL D, on efface. J'essaierai de vous faire ça au fur et à mesure plutôt que vous donner toutes les commandes d'un coup, c'est un peu rébarbatif. Donc, on va essayer de faire notre premier programme. Alors, pour faire un programme, il faut, pour écrire une instruction pour le processeur, il faut passer au moins un d'espace. Vous ne pouvez pas écrire les instructions directement à gauche. Je vous expliquerai pourquoi après. Il faut faire au moins un d'espace. Alors, par convention, la plupart des programmeurs mettaient une tabulation, plusieurs espaces d'un coup. Et on va écrire notre première instruction, la plus simple, qui s'appelle move. On va dire .w, c'est-à-dire qu'on va vouloir mettre un .w. Ensuite, on va mettre un dièse. On va mettre $, par exemple 24, ou 2C, virgule D0. Et ensuite, on va écrire RTS. Donc voilà notre premier programme. Pour l'instant, on ne va pas forcément comprendre ce qu'on fait. Je vous demande juste d'écrire le programme. Il faut absolument que vous tapiez chez vous, sur votre assembleur, le truc, parce que vous allez déjà faire des erreurs. Vous allez oublier le dièse, vous allez oublier le $, vous allez oublier je sais pas quoi. Ça va pas marcher. Ça marche jamais la programmation au départ. C'est pas grave. On trouve les erreurs, on apprend, on s'améliore. Il faut surtout pas se décourager. Au début, ça ne marche jamais. Et sûrement qu'en faisant les vidéos, je vais me tromper sans arrêt avec vous et chercher où j'ai fait l'erreur. Et c'est pas grave. Donc là, ce programme-là, par contre, c'est un vrai programme que le 68000 peut comprendre. Mais évidemment, là, pour l'instant, c'est du texte. Si je vais avec mon H $19F9 voir le texte, et bien là, au lieu d'avoir salut les amis, j'ai move.w dièse $2C, virgule des 0. Et ensuite RTS. C'est toujours des lettres. On est toujours ici. J'ai tout effacé. Dans la mémoire chip. On est toujours, là il y a SM1. On est toujours dans notre fichier source ici, hein, notre texte. Sauf que là, on a mis move au lieu de mettre salut les amis. On est en $, 1, F, 9, 2, F. Par contre, la différence avec tout à l'heure, avec salut les amis, c'est que là, l'assembleur, ASM1, il peut comprendre, il peut traduire ce texte en vraie commande pour l'ordinateur, pour le 68000. Pour ça, on tape Escape, on revient dans l'assembleur ici, là, en bas, et on va taper la commande A, assemble. Et là, il est d'accord, il me dit passe 1, passe 2, no error, j'ai assemblé le programme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où je veux rentrer dans le détail. Ça veut dire que, je vais refaire mon truc plus grand. Donc il y a ma mémoire de l'Amiga, chip. Ici, il y a ASM1. Donc, il y a le programme ASM1. Ok. Voilà. Ici, il y a mon fichier source, c'est-à-dire des chiffres dans la mémoire. Donc, source, SRC. En $1, F, 929. Qui correspond à du texte. Move, M, O, V, E, etc. Du texte. Et quand j'ai tapé la commande assemble ici, ASM1 a été prendre ce texte-là, et il l'a mis à un autre endroit de la mémoire, sous forme d'une suite de chiffres, compréhensibles par le processeur. C'est-à-dire que là, on va avoir des chiffres qui ne veulent plus du tout dire des lettres, mais par contre, qui correspondent effectivement à la commande move pour le processeur. Donc on va voir ça tout de suite. On va refaire égal, et là, le ASM1 nous dit qu'il a mis le code à l'adresse 21044 en hexadécimal. Donc on va faire H $21044 et voilà notre programme assembleur. Donc notre programme assembleur move $2C, D0, ça se traduit par 30 3C 00 2C. Ça c'est la première commande que peut comprendre le processeur. 33C, ça veut dire move
point W vers D0. Et ensuite, le point W, c'est 002C. Et ensuite, 475, c'est le RTS que j'ai écrit ensuite, que vous, pour l'instant, vous ne comprenez pas. RTS, ça veut dire reviens là où tu étais. Donc, par exemple, pour lancer ce programme, on va taper J. Alors, ça veut dire qu'on demande à l'assembleur de demander au processeur de sauter, d'aller à l'adresse où on a écrit move 2C,D0. Mais si on n'avait pas écrit le RTS, si on avait pris juste move, et bien après, dans la mémoire, il y aurait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus des commandes processeur. Donc, il y aurait un problème. Ça ne marcherait pas. Donc, il faut revenir ensuite dans l'assembleur avec RTS. Si je reprends mon schéma tout de suite, là, on va dire avec le J, on va lui dire saute. On va dire au processeur, le processeur, le 68000, il était en train d'exécuter quelque chose ici, sans arrêt là, dans ASM. Il allait voir si on faisait du texte, il allait assembler si on lui demandait, il attend d'avoir une commande, etc. Et tout d'un coup, on va lui dire, va ici, va exécuter l'instruction qui est ici, qui est donc move 2C,D0. Mais ensuite, il faut que tu reviennes là où tu étais, à l'assembleur, et qu'on revienne dans l'assembleur. Sinon, il va exécuter n'importe quoi et il va planter, ou on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il faut absolument qu'il y ait la commande RTS derrière. Reviens là où tu étais. On verra plus en détail la commande RTS plus tard. Ça veut dire reviens du sous-programme dans lequel tu étais. Reviens du programme. Donc si on tape J, il va nous exécuter le programme. Et vous voyez qu'il y a $2C dans D0. Parce que quand on exécute un programme, ASM1 nous met l'état des registres après l'exécution. Donc là, on voit que dans D0, il y a 2C. Vous voyez, il y a bien 4 octets par registre. 8 petits symboles hexadécimales. Donc là, on a écrit 2C dans D0. Dans D1, il n'y a rien. Dans D2, il n'y a rien. Dans D3, il n'y a rien. Dans D4, il n'y a rien. Dans D5, il n'y a rien. Dans D6, D7. Et ensuite, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Vous voyez qu'A7 n'est pas vide. Hein. A7, c'est ce qu'on appelle le pointeur de pile. Il y aura toujours un chiffre dedans et on évite de l'utiliser, enfin de le modifier en tout cas dans notre programme. Voilà, il y a encore d'autres choses en dessous qu'on verra plus tard. On va modifier notre programme. On va, au lieu de mettre $2C dans D0, on va mettre $48. Enfin 48. N'oubliez surtout pas le dièse. Pareil, donc là, on a changé le programme. On a changé le texte. Donc, on va revenir à notre schéma. On a changé le texte. Voilà, j'ai tout effacé. Si on refait encore le dessin de la mémoire, là, il y a ASM1 qui tourne en boucle. ASM1, la mémoire. On a changé, là, on vient de changer, grâce à ASM1, le fichier texte, le fichier source. Au lieu de mettre move, au lieu de mettre les lettres MOVE.W dièse $2C, on a mis move.W $448,0. Donc maintenant, il faut le réassembler pour qu'il rechange le programme effectivement dans la mémoire, qui est le fichier exécutable, qui est les données exécutables pour le processeur. Donc, si on réassemble ce fichier, hop, il va nous modifier, et si on le lance, il va bien mettre 48 dans D0 au lieu de 2C. Si on veut voir le fichier source, on fait égal pour savoir où il est, comme on a fait tout à l'heure, il est en 21044. Donc, le fichier exécutable, pardon, donc on refait hash $21044 et on retrouve bien 33C. Donc 33C, ça veut dire move vers D0, 1.W. Et le point W vient juste après l'instruction, c'est 0048, enfin 48. Et 475, c'est le RTS. C'est pas forcément pratique de le voir comme ça, le programme. On veut faire un truc beaucoup mieux que l'assembleur nous permet, c'est D, et il va nous désassembler le programme là où on est. Vous voyez, là on voit beaucoup mieux. Il nous met à gauche ce qu'il y a en mémoire en 21044, et à droite, comment ça serait écrit dans un fichier source. Donc 33C, ça veut dire move, le 33C qui est là, je vais reprendre mon petit crayon. Le 33C là, toutes les instructions du processeur 68000 tiennent sur 16 bits. Donc sur 2 fois 2 symboles hexadécimales, 2 octets. Donc 33C, quand le processeur rencontre 33C dans la mémoire, et qu'il est en train d'exécuter la mémoire à cet endroit-là, il sait que ça veut dire move.w vers D0. 33C, ça veut dire move.w vers D0. Si ça avait été vers D1, ça serait un autre code. Si ça avait été vers D2, ça serait un autre code. Et ensuite, le point W qu'il va mettre dans D0, il le cherche juste après dans la mémoire. C'est-à-dire,
juste ici 0048. Puis ensuite, c'est l'instruction suivante, en 21048. Donc là, on est en 21044, 21045. Il y a un octet, je vous rappelle, par case mémoire. Donc, dans la case mémoire 21044, il y a 30. Dans la case mémoire 21045, il y a 3C. Dans la case mémoire 21046, il y a 00. Dans la case mémoire 21047, il y a 48. Et ensuite, dans la case mémoire 21048, il y a 4E. D'accord? Il n'y a qu'un octet par case mémoire. Donc, on avance d'autant d'octets qu'il y a de séries de 2 petits chiffres ensemble. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça, c'est vraiment important. Donc, voilà. Voilà comment s'écrit en mémoire le programme move.w 48 dans des 0 et RTS. Vous en faites pas, on fera pas ça à chaque fois pour chaque programme. Après, on travaillera sur le fichier source directement. Mais c'est pour que vous compreniez bien que ça correspond à une réalité, quoi. On écrit un fichier texte avec des codes correspondant du texte. L'assembleur transforme ce texte en programme exécutable dans la mémoire de l'ordinateur. Et ce programme exécutable correspond toujours à des chiffres. Une suite de chiffres. C'est toujours, dans la mémoire, ce n'est qu'une suite de chiffres partout. La seule différence, c'est comment ces données sont interprétées. Voilà, c'est déjà pas mal. Je vous conseille de vous entraîner à faire des moves là, simplement, à écrire ce petit programme là, et à faire plein de moves vers des zéros et voir ce que ça donne. Et vous allez voir que vous allez peut-être avoir des surprises déjà. Par exemple, vous pouvez écrire move $w dollar 3C 4E D0 et ensuite move.b, vous changez l'instruction $48,D0. Vous assemblez tout ça, escape A, vous lancez, et dans des 0, il n'y a pas 48, il y a 3C 48. On verra pourquoi dans la prochaine vidéo. Si on désassemble notre programme, zut, il faut faire, on peut pas le, faut que je redescende depuis là où on est, donc D $ 21058, c'est là où il y a le, voilà. Il y a bien move 3C4E dans des 0, donc ça s'écrit toujours, c'est un move.w, donc ça s'écrit bien 33C, ça veut dire move.w vers des 0, et ensuite 3C4E, c'est la donnée que le processeur doit écrire dans des 0. Ensuite, on a refait un autre move, mais c'est un point B. Vous voyez, le code n'est plus le même, c'est plus 33C, c'est 10.3C quand on move un point B. Ensuite, quand on move un point B vers des 0, c'est 10.3C au lieu d'être 33C. Et le point B est codé derrière par 0048. Et oui, pas par 48, par 0048. Alors pourquoi l'octet est codé sur 2 octets au lieu d'un seul? Pourquoi est-ce qu'on perd une case mémoire pour rien? Puisque on a codé un octet, donc il doit tenir sur 2 petites lettres hexadécimales. Pourquoi est-ce que l'assembleur le code sur 2 octets au lieu d'un? Et pourquoi le processeur a besoin d'une instruction comme ça? Alors en fait, c'est une des limitations du 68000 qu'on va, je vais juste vous en parler maintenant, mais sans détailler. Le 68000 ne peut pas avoir d'instructions qui tombent sur des adresses impaires. Il n'est pas capable de lire des instructions sur des adresses impaires. Donc si cette instruction-là s'était écrit 10.3C 48, là, ça fait un de 3 octets. L'instruction d'après serait tombée sur un chiffre impair. Et donc, le processeur n'est pas capable de commencer une instruction sur un chiffre impair. Donc, même les octets sont codés sur... Même les points B sont codés sur 2 octets quand même, pour que le processeur puisse toujours retomber sur l'adresse impair après. Pour que l'instruction d'après tombe bien sur l'adresse paire. Pardon, j'ai dû dire impair. Il faut toujours que le processeur tombe sur une adresse paire pour exécuter une instruction. Voilà, ça me paraît déjà pas mal pour cette vidéo. On va détailler ensuite la programmation proprement dit dans la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.